Bonjour et bienvenue dans BBC Hebdo. Merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de notre édition. En Algérie, les défections et les manifestations ont eu raison de lui. Abdelaziz Bouteflika a démissionné mardi soir après 20 ans au pouvoir. De son côté, le président sénégalais Macky Sall a prêté serment cette semaine. Il entame un second et dernier mandat selon la Constitution. Et gros plan sur Sibeth Ndiaye, la franco-sénégalaise ancienne chargée de communication d'Emmanuel Macron, nommée porte-parole du gouvernement français. L'actualité de cette semaine dominée par le début d'une nouvelle ère en Algérie. La retraite politique d'Abdelaziz Bouteflika aura finalement été plus rapide et chaotique que prévu. Il a remis mardi sa démission à la suite d'une réunion avec le chef de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Regardez ce reportage d'Olivier Weber que nous avons diffusé mercredi. C'est à la télévision nationale hier soir que les Algériens ont appris la nouvelle de la démission de leur président. Sur ces images, Abdelaziz Bouteflika, très affaibli, remet sa lettre de démission au Conseil constitutionnel. Le chef de l'État de 82 ans avait tenté de s'accrocher au pouvoir face à un mouvement populaire inédit. Mais il a fini par céder sur ordre du chef de l'armée qui a menacé son entourage. À Alger, l'annonce a été accueillie par un concert de klaxons et poussé des milliers de personnes à défiler joyeusement dans la rue. Depuis plus d'un mois, des millions de manifestants réclamaient dans le calme le départ d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi celui de son entourage et de tout un système au pouvoir. Je suis venu fêter la démission de Bouteflika. On a fait tomber la plus grosse quille. Si Dieu le veut, j'espère que nous aurons une transition 100% démocratique. C'est très important. Nous sommes heureux de la démission de Bouteflika. Moi, je soutiens l'armée. Tout simplement, on est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Vive l'Algérie! Gloire et immortalité à nos martyrs! Aujourd'hui, mes frères ont repris seulement la moitié de leur indépendance. Nous voulons l'indépendance pour tout le monde. Cela signifie la Seconde République. Ce matin, le pays s'est réveillé sans Bouteflika pour la première fois en 20 ans, mais la transition s'annonce délicate. Selon la Constitution, c'est Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, la chambre haute du pays, qui assure l'intérim pendant une période de 90 jours maximum. Fidèle de Bouteflika, Ben Salah n'a pas la confiance de la rue. Autre personnage clé de la transition, le chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a précipité le départ du chef de l'État. Quant aux manifestants, ils sont avides de changement et ne sont pas prêts de se taire. Et parmi les principales réactions diplomatiques suite au départ d'Abdelaziz Bouteflika, c'est de la France. Paris se dit confiant dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique. Le gouvernement américain estime, je cite, qu'il revient aux Algériens de décider comment gérer cette transition. Enfin, la Russie appelle à une transition sans ingérence de pays tiers. Longtemps crédité par la population d'avoir ramené la paix en Algérie après 10 ans de guerre civile, Abdelaziz Bouteflika a été accusé ces derniers mois par les Algériens de s'accrocher au pouvoir malgré une santé défaillante. Voici son portrait signé Lamine Rézine Konkoubo. Officier de l'armée dans les dernières années du règne colonial français, ministre des Affaires étrangères pendant plus d'une décennie et acteur dans un coup d'État, tel était Abdelaziz Bouteflika avant son accession au pouvoir en 1999, un destin façonné par l'ambition et facilité par un concours de circonstances. Chef de l'État, sa priorité était de rebâtir le pays et l'économie du pays. Mais d'abord, il lui fallait mettre fin à ces années de plomb marquées par une série de massacres des civils dans la période qui a suivi la victoire aux législatives dans les années 90, la victoire du Front islamique du salut et le refus de l'armée de reconnaître cette victoire. Au nom de la paix, Bouteflika accordera l'amnistie aux combattants islamistes. Initialement, la stratégie paix
Mais un revers interviendra quand Al-Qaïda fait irruption dans les vastes déserts du pays. Au fil du temps, Bouteflika entame un rapprochement avec l'Occident et embrasse quelques réformes économiques. Ce sera avec un impact négligeable dans un pays tributaire des revenus du pétrole, un pays qui croule sous une importante dette publique et qui est en proie à un chômage galopant. C'est au Maroc que Bouteflika voit le jour en 1937. Il dirigera l'Algérie pendant 20 ans au cours desquels il fait des raz-de-marée aux urnes. Mais son régime fait obstacle à l'émergence d'une vraie opposition politique qui puisse paver la voie vers l'alternance, vers une défaite de son parti, le FLN. Dans les dernières années de son règne, même des officiers supérieurs de l'armée et du renseignement sont écartés. L'homme passera le soir de sa vie dans une chaise roulante, conséquence d'un accident vasculaire en 2016. Cette apparition en public se raréfie, ce qui soulève la question de savoir s'il détenait encore les rênes du pouvoir. Malgré son handicap, Bouteflika présente sa candidature pour un 5e mandat, ce qui précipite de nombreux Algériens dans la rue. C'est le début de plusieurs semaines de manifestations sans précédent dans le pays. Que son destin ait été façonné par l'ambition ou par les circonstances, eh bien, Bouteflika a survécu aux années tumultueuses de l'Algérie et au printemps arabe qui a bouleversé en 2011 plusieurs pays arabes, dont le voisin tunisien. Un président qui cède le pouvoir, un autre qui prête serment. Et tout ça le même jour, Macky Sall voulait également un autre mandat et il l'a eu. Le président sénégalais a donc été investi mardi pour un second mandat de 5 ans. Pourtant, sa victoire au premier tour du scrutin en février dernier est toujours contestée par l'opposition. Un panel du Conseil constitutionnel au complet, un parterre de partisans et plusieurs chefs d'État venus de loin et des pays voisins. Tel était le décor ce matin à Dakar, une salle pleine à craquer et en vedette Macky Sall qui a prêté serment pour un second mandat de 5 ans. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Macky Sall a été proclamé vainqueur au premier tour de la présidentielle en février dernier avec quelques 58% de suffrages. Ses opposants avaient rejeté les résultats et aujourd'hui, Sall leur a renouvelé son appel du pied, exprimant son respect pour ses compatriotes qui ont choisi de voter pour ses adversaires. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. Les Sénégalais attendent leur président sur plusieurs dossiers, dont évidemment le dossier de la décrispation de ses rapports avec l'opposition. Moi, je pense que la priorité, c'est de rechercher la stabilité dans le pays. Et cette stabilité ne peut pas être obtenue sans qu'il y ait un consensus avec son opposition. Celle-ci dit qu'on lui a volé sa victoire. On n'a qu'à d'abord régler cette affaire. Pour ce quinquennat, j'aimerais bien qu'il s'accentue plus sur la santé et l'éducation. Surtout aussi l'emploi des jeunes. Ça, c'est une priorité. Parce qu'il y a des jeunes qui sont à l'université avec leur diplôme, mais qui peinent à trouver quelque chose. En tout cas, Macky Sall a réitéré que sa réélection a consacré une validation du bilan de son précédent quinquennat. Et malgré les appréciations diverses sur le processus qui aboutit à la cérémonie d'aujourd'hui, il faut dire que cette investiture vient consolider l'image du Sénégal comme pays de démocratie, un pays épargné jusqu'ici des putschs, un pays où l'alternance à la tête de l'État n'a jamais été une affaire douloureuse. Vous êtes toujours dans BBC Hebdo. Voici maintenant le reste de l'actualité africaine en bref et en images. Les premiers éléments de l'enquête sur le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines ont été révélés jeudi. Ils mettent directement en cause le constructeur Boeing. L'avionneur a promis de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour renforcer la sécurité. L'accident a fait 157 morts le 10 mars dernier. Au Mozambique, l'épidémie de choléra qui fait suite au passage du cyclone Idai continue de s'étendre.
Plus de 1400 cas ont été confirmés, 2 décès recensés. Un peu moins d'1 million de doses de vaccins sont en cours de distribution. Selon le dernier bilan, Idaï a fait près de 900 morts en Afrique australe. Et puis au Niger, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, investi candidat à la présidentielle de 2021 pour le compte du parti au pouvoir, le PNDS. L'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou, élu une première fois en 2011, puis réélu en 2016, ne peut plus briguer un nouveau mandat conformément à la Constitution. Dans l'actu également, l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC progresse à son rythme le plus rapide depuis son déclenchement il y a 8 mois. C'est l'avertissement lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de nouveaux cas a bondi au cours des 2 dernières semaines. Au total, plus de 1000 personnes ont été affectées et 680 sont mortes. L'épidémie touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité. À cause de la situation volatile au Nord Kivu, nous n'avons pas toujours accès à certaines zones. Il y a de la violence et les gens fuient, donc c'est difficile. Plusieurs facteurs font que les cas ont progressé. L'accès aux zones touchées, mais aussi la confiance de la population. Il est important d'intervenir dans les communautés pour que chacun sache comment trouver de l'aide. Partons en France à présent. Le président Emmanuel Macron a remanié le gouvernement. Parmi les principaux changements, la franco-sénégalaise Sibeth Ndiaye, qui était chargée de la presse présidentielle à l'Élysée, nommée secrétaire d'État porte-parole du gouvernement. Elle est connue pour son franc-parler, mais sa nomination à un poste clé ne passe pas auprès de l'opposition. Pierre-Antoine Denis. Elle est le visage de ce remaniement ministériel. Sibeth Ndiaye, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, arrive au gouvernement. Née à Dakar, Ndiaye arrive en France en 1995 pour poursuivre sa scolarité. En 2013, elle rentre au ministère de l'économie et aux relations presse. Mais c'est en 2014 qu'elle rencontre celui qui la propulsera au plus haut niveau, Emmanuel Macron. Après 2 ans à collaborer avec lui au ministère de l'économie et des finances, lorsqu'Emmanuel Macron démissionne du gouvernement en août 2016 pour se lancer à la présidentielle, Sibeth Ndiaye le suit et devient en septembre responsable presse et communication du tout nouveau mouvement En Marche. 8 mois plus tard, Emmanuel Macron est élu et différents documentaires sur la campagne du président français montrent le rôle déterminant de Ndiaye dans ce succès. Mais pour l'intéresser, c'est dans ses origines sénégalaises qu'elle tient toute sa force. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche, en toute humilité. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es à ta place. Maintenant, je l'ose. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre. Je vous remercie. Désormais secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Ndiaye aura un rôle prépondérant à jouer et fera face aux nombreuses critiques, car son franc-parler lui a déjà joué des tours. Sibeth Ndiaye s'était fait connaître via une petite phrase « Je peux mentir pour protéger le président », qu'elle a nié sans toutefois publier de démenti. Elle est reprise aujourd'hui par l'opposition, l'extrême droite en tête de file, qui fustige sa nomination. La communication sera donc le grand chantier pour Ndiaye, avec une réponse forte attendue au mouvement des Gilets jaunes et à la suite du grand débat national. Une chose est sûre, pour l'instant, Ndiaye incarne à elle seule l'envie d'Emmanuel Macron d'offrir aux Français un gouvernement plus inclusif et plus jeune. Reste à savoir maintenant si elle parviendra à faire taire les critiques. En Afrique du Sud, Riff-Raff a fait la une des journaux cette semaine. Riff-Raff, c'est un éléphant de 6 tonnes et demie. Cet éléphant était menacé de mort car il a endommagé les terres de villageois. Il avait déjà été déplacé à une 50aine de kilomètres en début d'année. Mais le pachyderme continuait de revenir vers ce village dans lequel il a vécu depuis sa naissance il y a 45 ans. Riff-Raff a dû être déplacé cette fois-ci par hélicoptère par une association de protection des animaux. Et il devait ensuite être abattu, mais un juge a convenu qu'il était préférable que l'éléphant déménage de nouveau. Désormais, il vit dans une nouvelle réserve à 250 km de là. Continuez à vous informer sur notre site internet bbcafrique.com. C'est l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur votre smartphone. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes d'actualité qui vous préoccupent.
Fin de ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent sur le continent africain via les chaînes partenaires de BBC Afrique. Bonne soirée à tous.